Donc, merci d'être nombreux euh, à venir assister à cette conférence organisée par les éditions Iwachu à propos d'un livre important qui a été publié par Nova Ninhunze. D'abord, un petit mot par rapport aux éditions Iwachu. Les éditions Iwachu, c'est quoi? C'est un projet que nous avons eu pour essayer de développer l'écriture d'une manière globale, mais surtout pour contribuer à la connaissance de notre histoire à travers une collection qui s'appelle la collection Témoins, où on donne la parole à des acteurs, à des personnes qui ont marqué la vie politique burundaise. Bon, je citerai quelques personnalités qu'on a déjà publiées. Je citerai l'ancien président Ivan Hunganya. Je citerai le Mutama, Mbonimpa. On a fait un livre sur son parcours, sur sa vie, mais aussi, par exemple, le diplomate Mbonimpa Cyprien. Un livre aussi sur l'officier qui a été exécuté en 72, Martin Daya-Rosé. Bref, on est très ouvert, mais la collection Témoins, c'est une collection vraiment qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, nous avons eu le plaisir de publier Nova Ninhunze qui a porté un témoignage important sur ce qu'il a vécu chez lui à Vugizo en 72. Et comme il va le dire lui-même, il n'est pas historien, il le dit, il le répète et il a raison. C'est un témoignage. Et c'est donc autour de ce livre qu'on va discuter ce soir. Et j'espère que nous aurons un débat très ouvert, très courtois. Et puis, je nous souhaite donc un bon débat. Alors, on va d'abord faire un petit tour de table pour savoir qui est qui, savoir les personnes qui sont autour de nous, connaître un peu le tour de nous. Donc, le droit d'aînesse est à l'auteur, à notre invité principal, Nova Ninhunze. Alors, Nova Ninhunze, qui êtes-vous en quelques 5 minutes maximum? Oh, 5 minutes, c'est beaucoup. Nova Ninhunze, tout d'abord, Antoine, merci beaucoup pour avoir organisé cette conférence et pour m'avoir aidé à publier. Et je dois m'excuser auprès de l'audience. Mon français, c'est le français de l'école secondaire. Après l'école secondaire, j'ai pratiquement pas pratiqué le français. Mais j'espère que j'arriverai à me faire comprendre. En plus de ça, comme il a dit, je ne suis pas historien. Et je lui ai dit il y a peut-être des mois que je ne suis même pas écrivain. Mais on va en parler un peu plus tard. Je suis né au Burundi en 1958, donc j'ai un peu plus de 62 ans. Et j'ai fait mes études secondaires au Burundi, universitaires, post-universitaires à l'étranger. Et je les ai terminées aux États-Unis, c'est là où je réside maintenant. Mais plus important que ça, je suis père d'une fille qui est grande maintenant et de 2 garçons qui sont maintenant de jeunes gens. Et je vis au Texas, comme beaucoup d'entre vous. Je m'intéresse au Burundi. Je m'intéresse à voir un Burundi prospère. Et je m'intéresse à connaître l'histoire du Burundi, qui est souvent tragique. Et je m'intéresse à savoir ce que nos aînés ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, et ce que notre génération a fait, les erreurs qu'elle a faites. Et peut-être les mettre devant les yeux de tout le monde pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas.
En bref, c'est ça. Du Texas, on fait un saut vers chez nous, Iwachu, qui est le jeu de mots. Bonsoir Aloïse Batungwanayo. Bonsoir, cher ami Kaboulaye. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce n'est pas mon cas, pour certains, qui est Aloïse Batungwanayo? Merci beaucoup. Batungwanayo Aloïse, c'est un Burundais qui est né au Burundi et grandi au Burundi. Je suis journaliste d'abord. Depuis 2002, je travaille. J'ai commencé à Search for Common Ground comme journaliste et producteur. Et puis, j'ai été à la radio Isanganiro comme journaliste et reporter, animateur et présentateur. Et puis, j'ai été chef des programmes. Et à la fin, j'ai été directeur de la radio pour quitter en 2009, où j'ai rejoint la Benevolencia, une ONG néerlandaise, comme chef de programme, toujours journaliste. Et puis, vers 2015, j'ai démissionné. J'étais même chef de mission de cette ONG. J'ai démissionné en 2015 pour finalement embrasser la carrière de recherche où je fais une thèse à l'Université de Lausanne en sciences politiques. Je fais une thèse sur les mémoires blessées. Quel est l'impact des mémoires blessées sur la société burundaise et surtout, je m'intéresse dans ma thèse sur la question de 72 et 93. Depuis fin 2018, j'ai rejoint la commission Vérité et Réconciliation. J'ai été élu par le Parlement comme commissaire à la commission Vérité et Réconciliation. Et voilà, comme présentation succincte, je suis père de 4 femmes, de 4 enfants. Les dernières sont des jumelles, bien sûr. Voilà, donc je suis au Burundi. Je fais la thèse en étant au Burundi. Je me rends à Lausanne juste pour la présentation. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec Nova Ninhunze. Nova, l'auteur de ce livre. Alors, Nova Ninhunze, racontez-nous un peu pourquoi ce livre? Question très simple, pourquoi? En fait, au début, ce n'est pas ce livre-ci que je voulais écrire. Je voulais parler à mes enfants d'où je venais. Et je voulais parler des souvenirs de mon enfance. Mais il s'est fait que pour les gens de mon âge qui viennent de Vugizo et de certaines contrées du Sud, 1972 est incontournable. Donc, comme je creusais mes méninges pour avoir des souvenirs, etc., j'ai commencé à écrire un peu. Mes souvenirs à un moment ne suffisaient pas. Donc, j'ai essayé de trouver des aînés qui ont vécu 72 d'une manière peut-être plus intime que moi. J'étais à l'école, eux, ils étaient sur les collines et ils ont vécu dans 1972 directement. Donc, j'ai pu avoir leur témoignage et j'ai pu compléter mes souvenirs. Mais ce n'était pas suffisant, je pense. Il fallait que, disons que c'était, ça m'a donné des réponses, mais c'était pour une histoire qui est incomplète. Même maintenant, mon livre est incomplet parce que j'ai décidé de, disons qu'il y a la présentation de 1972 n'est pas complète et je l'ai fait sciemment parce que pour beaucoup de mes compatriotes, 1972, c'est ce qui est arrivé à nos compatriotes Hutus. Rarement qu'on parle de ce qui est arrivé aux Tutsis. Or, je pense que ceux du Sud, les Tutsis du Sud ont été les plus affectés. Je sais qu'il y a eu aussi des cas ailleurs, notamment le prince Ndizé qui a été tué à Gitega et d'autres. J'ai entendu parler aussi des cas à l'est du pays, mais le Sud semble avoir été le plus touché et il n'y avait rien sur ça. C'est pourquoi j'ai décidé à un moment de me focaliser sur la période qui a touché les Tutsis, qui était la première semaine de mai, pour Vugizo en particulier. C'est Vugizo que je connais un peu Mabanda.
Je ne connais pas les autres contrées du Sud. Bon, bien que le titre dit le Sud, c'est une petite partie du Sud. Je ne connais même pas la totalité de la commune de Vouguizo. Les histoires que j'ai collectées, ça concerne à peu près 4 collines sur 21 collines et à peu près 2 ou 3 collines de Mabanda qui est aussi, je pense que la commune de Mabanda aussi a probablement près de 20 collines. Donc voilà, c'est ça qui est, c'est ça que j'ai couvert dans mon livre. Et je pense que je suis peut-être la première personne qui a abordé le sujet de 1972 de son point de vue. J'espère qu'il y aura d'autres qui vont approcher 72 de leur point de vue. Et avec la multiplicité des écrits, on peut peut-être avoir une histoire plus ou moins complète de ce que 1972 a été. En bref, c'est ça. Donc, vous revendiquez la localisation du témoignage. Vous dites, moi, je me suis occupé seulement de ma contrée natale, donc de Vouguizo, c'est ça? Exactement. Et aussi, j'ai essayé de, disons, les personnes qui ont été tuées, j'ai essayé de parler de leur histoire un tout petit peu quand je pouvais. Et si je pouvais trouver, indiquer l'endroit où ils ont été enterrés, je l'ai fait. Et ici, il y a peut-être le fait qu'une déformation professionnelle, je suis ingénieur de profession. Dans mon travail, je tends à poursuivre les faits. Et si vous lisez mon livre, vous trouverez très peu de... j'ai essayé d'éliminer l'exagération, d'éliminer, comment est-ce qu'on dit, les hyperboles. La littérature. C'est pas de la littérature. C'est écrit dans un français très simple et j'essaie d'aller directement au fait. Oui, justement, voilà, je me souviens que ça m'avait même un peu gêné au début. Quand on s'est rencontrés au Canada, je vous ai dit, mais on a l'air d'un rapport. Un rapport, c'est nom, prénom, ce qui est arrivé. Mais ça avait le mérite d'être clair, c'est ça? Oui, j'espère que c'est clair. Et aussi, je dis bien que je ne suis pas historien. Je n'utilise pas de méthode historique. J'espère que le livre servira aux professionnels qui veulent faire des investigations plus approfondies de le faire. Et je dois dire aussi, bien que je me suis fixé sur la première semaine de mai, cela ne veut pas dire que ce qui est arrivé à nos compatriotes Hutus est à ignorer. C'est important aussi. C'est l'autre moitié de l'histoire de 1972. Oui, avant de passer la parole à Louise Batungu, on a eu une petite question. Est-ce que vous avez, enfin, d'après ce que vous avez recueilli, les gens ont vu venir les massacres. Comment c'est arrivé? Est-ce que ça a été subi? Est-ce que ça a été une longue préparation? En quelques minutes, racontez-nous un peu le contexte. Les massacres qui sont arrivés à Vouguizo, je pense qu'il y avait eu une préparation. Par exemple, l'histoire des soirées qui avaient été organisées le 29 avril, on pensait que c'était des simples histoires, mais j'ai pu trouver quelqu'un qui avait été invité qui n'est pas parti. Et pas seulement ça. La première personne qui a été témoin des massacres qui vient de notre contrée, c'était le chauffeur de l'administrateur de Vouguizo. Il était parti à Nyanzalak. C'était le chauffeur de l'administrateur. Et les gens disaient que quand il est revenu seul, les gens disaient qu'il avait la tête de l'administrateur dans sa voiture. Les gens ont vu le sang sur la voiture de l'administrateur. Et son chauffeur a passé la journée du dimanche à aller contrée à traverser toute la commune en parlant aux gens. Je pense que c'était pour les exciter à commettre les massacres qui sont passés. Et quand c'est arrivé, en fait, les massacres, ils ont commencé le 1er mai. Et c'était des gens qui étaient venus de Nyanzalak. Donc, ça n'a pas été spontané. Il y a des gens qui sont venus, qui étaient préparés. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu comme préparation avant ça.
Mais à Vogizo, ce n'a pas été spontané. Ce ne sont pas les gens qui ont pris les machettes et ont commencé à tuer leurs voisins. Ils ont été, disons, il y a d'autres qui sont venus de Nyanzalak, d'Omogara aussi, je pense. Et on disait qu'il y avait même quelques Congolais parmi eux. Et nos voisins Hutus les ont rejoints, pas tous, je dois dire. Et ils ont commencé à tuer tous ceux qu'ils ont pu attraper. Dans ce sens-là, je pense qu'on ne peut pas parler de spontanéité. Mais à part ça, les historiens peuvent nous dire peuvent nous parler de ces années-là qui étaient l'atmosphère dans le pays. Je pense que le pays a été en crise depuis la mort peut-être juste après la mort de Gasore, ou au moins depuis 1965 jusqu'à 72 et après, le pays était pratiquement en crise. Donc, qu'il y ait eu disons, des révoltes, logiquement, on devrait s'attendre à ça. En bref, c'est ce que je pense. Très bien. Je me tourne maintenant vers Aloïse Batongwanayo. La CVR vient d'effectuer une descente justement à Vugizo. Première question, est-ce que vous avez lu le livre de Nova Ninhunze? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Monsieur Kaboulahi, je dois vous dire que j'ai lu le livre 1972, Massacre des Tutsis, 2 fois. Donc, je l'ai lu et relu et souligné les extraits qui d'ailleurs vont me servir dans ma thèse, que nous allons même utiliser dans d'autres activités que nous menons sur Vugizo. Le livre, je l'ai lu. Je dois d'abord féliciter Nova Ninhunze ou Ninhunze Nova. J'aime commencer par le nom pour des raisons qui me sont propres. Je dois le féliciter parce que moi, Batungwanayo, comme l'un des membres fondateurs d'une association des victimes qui s'appelle MPC Girubunu, nous avons commencé à faire la commémoration pour les victimes de 1972 en 2010. Et nous avions de la peine à trouver les Batutsi pour venir témoigner. Je dois vous dire, même s'il n'est plus de ce monde, il y a un collègue à nous, les journalistes, qui fut directeur de la radio Isanganiro. Je lui avais toujours demandé de venir témoigner, mais il avait refusé. Il a perdu son père. Donc, il avait perdu les siens aussi. Vous le connaissez, je pense, c'est Feu Geshimana. Donc, c'est vous dire que les gens, surtout les Batutsi, avaient honte d'accepter leur victimisation. D'ailleurs, Ninhunze le dit dans son livre. Donc, je le félicite parce que les victimes ne doivent pas avoir peur. Les victimes ne doivent pas avoir honte de ce qu'elles ont enduré. Ça, c'est la première remarque. Lorsque j'ai lu et relu le livre, c'est d'abord un livre, je dois dire, qui est écrit comme les RFI aime le dire, la Radio France Internationale. C'est un livre qui est écrit en français facile, un livre franchement compréhensible, et puis un livre qui est écrit sans passion. Les gens donnent leur témoignage. Ninhunze Nova donne son témoignage sans exagération, sans passion, sans insulte. C'est également, comme il l'a dit, c'est un livre rempli de témoignages. Il n'y a pas que le témoignage de Nova comme victime, mais il a donné aussi la parole aux autres témoins, d'ailleurs les témoins oculaires qui ont vu venir les tueurs, qui les ont vus et qui ont fui parce que Nova ne les a pas vus, mais il a donné la parole à ces personnes, ce qui est une bonne chose. C'est aussi un livre où les témoins essaient d'humaniser les autres. Comment? Ce sont des gens qui témoignent et qui disent que même si les Bahutus les pourchassaient, même si les Bahutus les tuaient, au moment où ils les tuaient, il y a d'autres Bahutus qui les protégeaient. La plupart des gens n'aiment pas mettre l'accent sur cet aspect, alors que c'est l'aspect qui peut sauver l'humanité, qui peut sauver les Barundi. C'est également un livre
comme son titre le dit bien entendu, parle du calvaire des Batutsi, mais qui ne nie pas le calvaire qui est arrivé au Bahutu, mais c'est un livre qui met l'accent sur le calvaire qu'a enduré les Batutsi, d'abord de Vugizo et puis de Mabanda, mais également Ninhu Zenova revient également sur le calvaire enduré par les Batutsi de Muramvya, Bukeye, Busangana, mais également les Batutsi de Ntega et Marangara. Et puis, comme si le malheur doit continuer sur les Batutsi, ça je dis le livre, il cite également les malheurs, les supplices qu'a enduré les Batutsi dans les violences massives de 1993. J'utilise les violences massives de 1993 parce que les gens, avec euphémisme, ils aiment dire la crise de 93. Moi, je dis les violences massives de 93. Et enfin, il parle également des violences faites, des violences, des massacres faits contre les Batutsi de 2015. Bref, c'est un livre, je dirais, qui essaie de délier les langues, surtout les langues des Batutsi, sur la période de 1972 et qui ne donne pas une exagération. Je dois vous dire que j'ai quitté Makamba aujourd'hui, ce matin. Je suis arrivé à Bujumbura vers 10h30, mais j'ai quitté Gikuzi, j'ai quitté la ville chez Novat hier, où j'y étais hier jusqu'à 14h. Et je dois vous dire que j'ai discuté avec beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai parlé de Novat. Les gens qui se souviennent de son père surtout m'ont dit, parce que je leur ai dit que j'avais une rencontre avec Novat, ils m'ont dit de transmettre les salutations. J'ai discuté avec beaucoup de gens, nous avons vu beaucoup de gens. Donc voilà, c'est un livre que moi, je recommande aux gens de pouvoir lire pour connaître l'autre vérité, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disaient qu'il y a eu un génocide contre les Bahutus, d'autres très peu un génocide contre les Batutsi. Donc, c'est un livre qu'il faut lire. Très bien. Donc, Aloïse Batungwanayo, quand vous lisez ce livre et que vous allez sur le terrain dans vos enquêtes, vous venez de le faire à Vugizo, le livre, ce qu'il raconte est réel, est authentique. Nous avons été à Vugizo, bref, nous avons été à Makamba depuis le 21 août cette année et nous avons clôturé, là je suis en train de parler comme la CVR peut-être, nous avons clôturé provisoirement, je dis bien provisoirement, les activités dans cette contrée hier. Je dois dire que on ne peut pas dire que le livre dit 100% ce que nous avons trouvé, mais en tout cas, le livre raconte ce que les autres nous ont raconté à Vugizo, sauf bien entendu que nous, à Vugizo, nous avons, à part rencontrer ou collecter les témoignages des Batutsi, nous avons également collecté les témoignages des Bahutus et un peu de Batwa, deux peut-être, parce que même s'il n'y en avait pas beaucoup, dans son livre, il le dit, on en a eu des Batwa qui venaient juste pour réparer les ustensiles de cuisine, mais qui ont vécu cette tragédie. Donc, le livre, bien sûr, c'est une source, c'est un document auquel il faut se référer pour pouvoir compléter avec d'autres documents et surtout les témoignages que nous avons eus sur terrain, que nous avons collectés, qui sont très poignants de la part des Batutsi, mais également de la part des Bahutus. Donc, pour moi, c'est une archive déjà qu'il faut considérer comme telle. Très bien. Je me tourne vers nos deux jeunes universitaires, Fabrice et Gide. Je commence par Fabrice. Fabrice, vous avez lu le livre. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez trouvé
de bon ou de moins bon par rapport à notre histoire, à cette histoire? Oui. Bon, merci pour m'accorder la parole. Premièrement, quand vous regardez le livre, la première impression que vous ferez, ce sera de vous demander est-ce qu'exactement c'est ce qui se passait dans le site. C'est la première chose que les gens pourront se demander parce que par rapport aux événements qui se sont passés en 1972 au Burundi, spécifiquement dans le sud du Burundi, il y en a plusieurs événements qui se sont passés. Mais quand vous regardez le livre, la première impression que vous aurez, c'est ça de vous dire mais pourquoi il parle seulement des massacres de Batoussi dans le sud alors qu'il y en a beaucoup plus d'autres massacres qui se sont passés peut-être contre les Bahutus ou contre les Batois. Mais moi, je dis ici, sur ce point-là, c'est simple, c'est des souvenirs, c'est des témoignages. C'est simple, chacun témoigne ce qu'il a vécu. Donc, c'est quelque chose qui est très simple. Une autre partie qui est vraiment intéressante dans ce livre, je pense que c'est la question d'énonciation. Je dirais pourquoi la question d'énonciation. Parce que la plupart des personnes, la plupart des Burundais pensent que ce qui s'est passé en 1972 ne regarde que des Bahutus. Vous verrez souvent sur les réseaux sociaux, vous verrez souvent dans les discussions des gens, il y attribue beaucoup d'importance sur l'événement de 1972 comme un génocide des Bahutus. C'est rare où vous allez trouver des gens qui vont parler de ce qui s'est passé pour les Batutsi. Mais on sait aussi qu'en 1972, il y en a des Batutsi qui ont péri sur cet événement-là. Mais c'est vraiment très rare que vous entendrez les gens en train de discuter sur ça. Donc, moi, je parle de l'énonciation d'une forme de dire il faut qu'on en parle, il faut qu'on en dise. Je félicite beaucoup M. Ninhunze et c'est quand même, il fait partie des gens qui ont dit mais arrêtez, on a parlé beaucoup de 72, et oui, on a compris, mais arrêtez un peu. Et il faut aussi que vous vous rappelez qu'il y a eu des massacres des Batutsi. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est très, très, très important. C'est rare qu'on voit ce genre de témoignages. Autre chose qui est intéressante sur ce livre, c'est que le livre qu'on a ici, c'est un livre qui nous parle d'un événement de massacre qui se sont passés dans le sud. Mais ce n'est pas un livre qui nous parle d'un processus, d'un événement de massacre. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça aussi. C'est un livre qui nous parle d'un acte qui est là, dans une période bien spécifique, dans un lieu bien précis, mais qui ne parle pas d'un processus d'arriver sur cette période, d'arriver dans cette action, d'arriver dans ce lieu. Donc, c'est ce que aussi les gens pourront comprendre. Donc, ça reste un livre, comme il a déjà dit M. Batungwanayo, ça reste un livre d'archives, ça reste un livre de sources, de recherches, ça reste un livre qui témoigne ce qui s'est passé dans le site, mais qui ne dit pas toujours le processus d'en arriver ici. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est une source à laquelle on peut se baser pour faire des recherches. Et vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est encourageant. J'ai bien lu le livre et j'ai aimé. C'est rare de voir ce genre de livre. C'est ça ce que je pourrais dire pour le moment. Merci. Oui, merci Fabrice Nyorugayo. Notre étudiant à la Sorbonne, Égide Nikiza. Moi, j'ai lu le livre 2 fois. La première fois, c'était en 2019 pour les pages littéraires que j'ai animées. Et cette fois-ci, je l'ai lu dans le cadre de cette conférence. Alors, comme ceux qui m'ont précédé, notamment M. Aloïse, je tiens personnellement à féliciter l'auteur parce que le livre met la lumière sur un chapitre qui était jusque-là inconnu, mal connu ou ignoré sciemment. Bien sûr, pour des raisons dont on ignore la pertinence. Alors, personnellement, j'ai essayé de subdiviser mes observations en 2 parties. Premièrement, l'auteur essaie de retracer les dynamiques sociales qui prévalaient chez lui, dans sa commune. Il décrit comment les gens étaient proches. Les Hutus demandaient la main des femmes chez les Tutsis. D'ailleurs, il donne des exemples comment ses tantes étaient mariées par des Hutus. Un point que j'ai trouvé intéressant personnellement, le fait que les évolués
les évolués prenaient les femmes chez les Tutsis, mais il y a un autre point, il montre comment la division était avant tout religieuse, mais bien sûr avec des dimensions économico-ethniques. La division religieuse dans sa commune y était importante. Les protestants qui étaient riches, et un bon nombre d'entre eux étaient Hutus. Les catholiques, moins nantis matériellement, et ils étaient Tutsis. Il montre que, à part ça, c'est que les Hutus accédaient moins à de bonnes écoles, ce qui était, d'après ce qu'il écrit, une opportunité reconnue au seul Tutsi, mais également un autre point important, peut-être pour lequel on aura besoin d'éclairage pendant le débat, c'est le fait que la religion entravait la bonne cohabitation, la fraternisation entre catholiques et protestants. Alors, à part ça, il y a les dynamiques politiques. Dans ce livre, il commence par raconter ce qui s'est passé en 1966. En 1966, ce qui s'est passé quand il était en deuxième primaire, quand un de ses voisins a parlé à son frère que ce dernier avait un nez qui convenait à sa machette. Et là, j'ai essayé de penser au discours du directeur au Premier ministère en 1965, quand le Burundi célébrait le 3e anniversaire d'indépendance. Là, j'ai essayé de faire des liens pour imaginer si vraiment ce qui s'est passé en 1972 n'avait pas commencé un peu plus tôt, s'il ne s'agit pas d'une idéologie qui a évolué sur le temps. Et en évoluant, il a parlé de 1971, quand un certain Ngejeje, frère d'un certain Massimbilo, qui était marié à une femme Hutu, plutôt une femme Tutsi, et qui a pris, pour donner du travail, seulement des jeunes Hutus, qui a laissé les Tutsis. Et parmi ces Tutsis, le même auteur en faisait partie, mais pas après, comme Massimbilo était proche de son père, il a pris. Là, je pense toujours dans le sens de réfléchir si c'est ce qui s'est passé en 1972. Bien sûr, côté rebelle ne s'inscrit pas dans une idéologie qui datait de très longtemps. Bien sûr, en 1972, il parle de ce que les leaders, bien évidemment, dans sa région, il dit qu'un bon nombre des habitants de sa commune étaient Hutus. Bien évidemment, les leaders de l'IPRONA étaient Hutus, JRR, Hutus, l'administration dominée par des Hutus, les enseignants, il y avait parmi eux des Hutus. Et un point important, il montre comment cette crise est politique. Les assaillants ou ceux qui attaquaient les Tutsis, ils s'en prenaient à l'IPRONA et aux infrastructures de ce parti. C'est-à-dire que les infrastructures de ce parti étaient prises à partie. Le saccage de la permanence, les Tutsis dont les doigts étaient coupés parce qu'ayant brandi les 3 signes du parti. Bref, dans ce livre, j'ai trouvé que la crise avait un caractère politique et cela revient pour remettre en quelque sorte en cause ce que Aloïse a dit en terminant. Génocide, pas génocide, est-ce qu'on peut se poser la question? Quand des crimes, des massacres ont un cachet politique, est-ce qu'on peut parler de génocide ou non? Peut-être je peux m'en arrêter par là. Les autres pourront me compléter. Mais avant de conclure, j'aimerais poser la question à l'auteur. Ce que vous racontez, certes, vous vocalisez ce qui s'est passé dans votre commune en 1972, mais vous parlez également de 1966, en référence à ce que votre voisin a dit par rapport à votre frère. Quand vous écrivez que votre frère, votre voisin lui disait qu'il a un nez qui convient à sa machette. Et dans ma réflexion, j'ai pensé au discours, comme j'en ai parlé tout à l'heure, du chef de cabinet ou directeur au Premier ministère à l'époque, en 1965, le discours de Gervais Nyangoma. Lui qui disait que
après l'indépendance, tout était gâché. L'IPRONA avait confisqué le pouvoir du peuple au profit d'une minorité, que le Burundi n'avait pas d'un parti digne de son nom. J'aimerais savoir si vous ne trouvez pas dans cela des liens entre 65, 66 et 72. Ça, c'est ma question peut-être. Fabrice, pardon, hésite si tu veux bien préciser ta question. Donc, tu demandes à l'auteur si les massacres avaient un cachet d'abord politique. C'est bien ça? Là, j'ai expliqué. Là, c'était un commentaire. Ma question, peut-être pour l'éluder, dans ce livre, il parle de 1966, quand un voisin de chez lui a dit au sujet de son frère qu'il avait un nez qui convenait à sa machette. Ça, c'est un fait. Et dans ma réflexion, j'ai poussé plus loin, j'ai pensé au discours de Gervais Nyangoma que j'ai relu. Là, c'est pour lui demander si il ne relie pas ce qui s'est passé en 1972 quand des Hutus, parce que dans ce livre, il écrit bien que ce sont les voisins Hutus qui s'en sont pris aux Tutsis, à leurs voisins Tutsis, alors qu'avant, ils cohabitaient très bien. S'il n'y a pas une évolution de cette idéologie, si je peux l'appeler ainsi, qui transparaît dans le discours de Gervais Nyangoma en 1972, bien sûr, qui était implicite. Ouais, ça, c'est une opinion. Mon opinion est que, en fait, 72, plus particulièrement à Vugizo, ne s'est pas passé dans le vide. Les gens savaient ce qui se passait dans le reste du pays. Et je dis aussi qu'on écoutait, ceux qui pouvaient avoir des radios, ils écoutaient Radio Rwanda tout le temps. Les gens savaient ce qui s'était passé au Rwanda, où il y avait eu la révolution populaire, comme on dit. Et les gens aussi savaient ce qui s'était passé en 1965 parce qu'un des officiers qui a attaqué le palais de Mwambutsa, il était pratiquement, je pense, l'unique officier qui venait de Vugizo. C'était un Hutu, un lieutenant Boudaga. Il venait pas de loin de chez nous. Il est probablement à peu près de l'âge de... non, il était un peu plus jeune que mon père, mais tout le monde le connaissait. Et tout le monde savait qu'il avait été tué en attaquant le palais du roi. Et donc, les gens aussi étaient au courant de ce qui s'est passé les années suivantes, 1969, les Hutus qui avaient été exécutés, soi-disant qu'il y avait eu à propos d'un certain coup d'État. Pas seulement ça. Et je pense que la situation des gens s'était radicalisée petit à petit, du moins les séparations, la question ethnique. Et je pense qu'elle avait grandi doucement depuis à Vugizo même, depuis la mort de Boudaga, du lieutenant Boudaga, comme j'avais dit. Et puis, aussi l'assassinat de Ngenda Ndoumoué. Je me souviens qu'un de nos voisins disait qu'il ne savait pas que Ngenda Ndoumoué avait été assassiné. Il est parti dans les petits restos qu'on voit sur la route. Et le propriétaire est venu, il a dit qui est-ce qui t'a donné cette nourriture? Il dit que je ne prends pas ton argent, mange et va-t'en. C'est après ça qu'il a appris que Ngenda Ndoumoué avait été assassiné. Donc, vous voyez que la politique qui se passait à Bujumbura, et d'une manière ou d'une autre, elle se propage dans tout le pays. Bien que Vugizo soit très loin de Bujumbura, les gens savent ou sentent ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, et comment ils comprennent ça, comment ils extériorisent ça qui peut être différent, qui peut être des experts peut-être, de plus experts que moi peuvent décrire cela. Mais le fait est que toutes ces petites choses qui se passent, comme l'aventure de mon petit frère, les adultes, ils parlent de ça, ils pensent que les enfants n'y comprennent rien, n'écoutent pas. Et je décris très bien comment moi et mes cousins, on s'est mis à part quand les gens parlaient de tous ces problèmes-là.
Et on s'est mis à compter qui sont nos amis de famille, les Hutus, qui sont les Hutus qui sont nos amis. Et quand on a remarqué que pratiquement tous nos voisins sont nos amis, nous avons même des amis au-delà de nos collines, et nous avons atteint la conclusion qu'il n'y a pas de problème, nous sommes bien protégés. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé en 1972 ne peut être pas compris sans tenir compte de la révolution rwandaise de 1965 au palais du roi à Muramvya, de l'assassinat de Ngendandumwe par exemple, de l'exécution des officiers Hutus en 1969 et d'autres faits qui sont passés dans la société. En bref, c'est ce que je pense. Très bien. Aloïse Batongwanayo, est-ce que vous partagez cette vision de Nova Nimhunzi par rapport à cette préparation qui a aussi été expliquée par le jeune chercheur Egide Nikiza, notamment avec le discours de Nyangoma? Est-ce que vous êtes à la CVR, vous êtes en plein là-dedans. Est-ce que cette préparation du peuple, non, c'est pas le bon mot, est-ce qu'il y a eu préparation? Je vais faire simple. Est-ce qu'il y a eu préparation des esprits, une préparation politique, une préparation par les leaders à la base, les Nyumbakumi, les chefs de zone, les Moustardais, les administrateurs? Est-ce qu'il y a eu préparation pour tuer les Tutsis en 1972? Est-ce qu'il y a eu ça? Puisque Nova Nimhunzi dit qu'effectivement, il y avait cette anecdote d'un voisin qui dit que son nez est bien indiqué pour être étranger à la machette, tout ça. À la CVR, en tant que historien et chercheur et à la CVR, vous êtes d'accord avec cette idée d'une préparation de l'extermination des Tutsis? Bon, permettez, cher Kaourahe, de parler comme chercheur sur les conflits. Je vous référerai à un article écrit par un certain chercheur américain, psychologue, qui s'appelle Gregory Stanton, qui a essayé de décrire le processus qui mène au génocide. C'est un juif rescapé d'ailleurs, qui a essayé de mettre ce processus en 10 étapes, où la première étape étant la catégorisation de la société, et la dernière étape, pour ne pas être long, étant le déni des crimes commis. Alors, si préparation il y en a eu, je dirais que la préparation a été faite en 1925, lorsqu'il y a eu un décret qui a catégorisé les Barundi en ethnie, Bahutu, Batutsi et Batwa. Parce qu'avant cela, ces vocables existaient bien entendu, mais les Barundi ne se reconnaissaient pas en ethnie. Ils se reconnaissaient comme Mushubi, Muhanza, Munyakarama, Mwenengwe, Musafu, ainsi de suite. Mais ils ne se reconnaissaient pas à Muhutu, à Mututsi, et il n'y avait pas cet antagonisme. Mais s'il y a préparation, il y en a eu. La première étape a été la catégorisation par décret. Et puis, la deuxième étape a été l'exclusion plutôt d'une partie des gens dans les rouages, dans le partage du gâteau national, si on peut parler du partage du gâteau national, ou dans la gestion du pays. Là, vous le trouvez dans le livre d'Ogahama, le Burundi sous administration belge. Il le décrit si bien, où une catégorie, les Bahutus, ont été exclus dans la gestion du pays, où jusqu'en 1945, il n'y avait aucun Hutu. Et il y avait quelques Batutsi, mais la majorité était des Baganois. Donc, lorsqu'on commence à catégoriser les gens, lorsqu'on commence à exclure les gens, une catégorie, on ne fait que préparer ces gens à s'entretuer, c'est normal.
Donc, si préparation a eu lieu, c'est à partir de ce moment. D'ailleurs, Nova le dit si bien que il y avait dans les revendications de ces insurgés, c'est le terme qu'il utilise, il disait qu'il voulait être considéré dans l'administration du pays parce qu'il se disait exclu. Mon ami Égide parle du discours. Les discours de haine, il y en a eu. Franchement, il y en a eu. Et ça ne date pas de 65 seulement. Ça date également des années qui ont suivi. Monsieur Kaouraï, vous avez édité le livre Le commandant Naya Rosé, où il montre que la grande crise où les violences de masse se préparaient dans son rapport qu'il a envoyé à son président, à son chef. Il était ministre de l'Information, Naya Rosé, où il a averti à Michombero que ce qu'il est en train de voir, ça prépare des massacres à grande échelle. Donc, c'est-à-dire que la préparation, il y avait déjà, même avant 66, et lui, comme Novat le dit, il disait que bien sûr, le péril Hutu était là, les Hutus qui voulaient voir, qui voulaient rééditer ce qui s'est passé au Rwanda, et les Tutsis qui se préparaient plutôt pour se défendre, croyant que les Bahutus étaient leurs ennemis. Donc, vous voyez que ce processus qui nous a menés en 1972 a été bien préparé depuis 1925 et ça allait d'ailleurs m'étonner si 1972 n'allait pas arriver ou 65 parce que ça a commencé en 62 et puis 88 et même plus. Et il faudra faire attention si ce processus d'exclusion n'est pas bien étudié, n'est pas bien géré. C'est un processus qui ne fait que alimenter ce que Stanton appelle le cycle de violence. Donc, Aloïse, si tu permets un tout petit peu, là, tu parles de 1925, mais sur 72 même, hein, est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous admettez qu'il y a eu cette préparation dont Ninhouze parle? Parce que 1925, c'est vrai, il y a eu cette catégorisation, cette exclusion des Hutus de l'école, qui est d'ailleurs bien démontrée par l'historien Joseph Gahama avec des tableaux à la clé. Et restons focalisés sur le livre, sur ce qu'il décrit, il dénonce. Bon, moi je dirais, dire que préparation il y en a eu pour 72, ce serait vraiment pas clair jusqu'à aujourd'hui, parce que parler de préparation, ça dit une certaine planification. Et les gens, qui prépare les gens? Là, je vais dire la structure. Est-ce qu'il y avait une structure des Bahutus qui a préparé à attaquer les Batutsis? Y aurait-il eu une structure des Batutsis qui aurait préparé les Batutsis à riposter? Donc là, vraiment, ce n'est pas dans le livre de Ninhouze qu'il y avait un mécontentement de la part des Bahutus, de certains Bahutus, si je peux le dire. Il y avait un mécontentement qui était visible, et ça se voit même dans ce que nous sommes en train de chercher au niveau de la CVR, que les Bahutus étaient exclus. Novat le montre bien également lorsqu'il pointe du doigt ce qui est une réalité, la dichotomie Église catholique, Église protestante et surtout Église pentecôtiste. Donc on voit très bien, mais ça nous amène à retourner dans le passé où lorsqu'il était question d'accréditer les églises protestantes au Burundi, il fallait les envoyer dans des milieux Bahutus. Parce que la colonisation avait vu qu'il fallait collaborer avec les Batutsis, et donc les Batutsis, il fallait les préparer à étudier les meilleures écoles. Donc c'est normal, et Novat le dit si bien. Je dirais que plutôt, la première cause de 72, si on peut dire de préparation, ça a été une mauvaise gouvernance.
Bon, peut-être on va aller vers le public parce que c'est un débat qui est ouvert. Euh, il y a Gilbert, Armel Gilbert qui a une question. Armel Gilbert, Allô? oui, vous Bon, avez la parole. Soyez très bref. oui, Présentez-vous très brièvement et allez-y directement. Et dites à qui oui, vous adressez votre question. oui, merci beaucoup, hein. Moi, c'est Armel Gilbert Boukeneza, je suis journaliste au Monde aujourd'hui. Je suis basé au Kenya. Donc, ma question s'adresse à Aloïse Batongwanayo. Si j'ai bien suivi son intervention, il dit que quand vous lui avez posé la question sur la préparation, pour lui, il dit que la préparation résiderait dans l'exclusion des Bahutus qui avaient lieu depuis longtemps, en citant le livre d'Ogarama. Ma question est de savoir si il essaie de nous dire que ce qui s'est passé dans le sud, c'est-à-dire les massacres des Tutsis, et les Hutus essayaient de se défendre ou de se venger, si ce qui donc quand tu vois les Tutsis, voilà. Donc, ce qui pour moi reviendrait, est-ce que la responsabilité finale reviendrait encore une fois sur les Tutsis? Voilà, c'est eux qui avaient, je ne sais pas. Donc, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, quoi. Voilà. Si je résume. Voilà, c'est ça. Merci. Bon. Batongwanayo. Merci beaucoup, Armel. Bonsoir. Je ne dis pas qu'il y a eu, je n'ai pas dit qu'il y a eu préparation, j'ai dit qu'il y a eu frustration parce que j'ai dit il y a eu exclusion et à un certain moment, peut-être parce que je viens de passer 6 mois là-bas, il y a quelque chose qui était, je dirais, prévisible dans les témoignages, dans les discussions qu'on voit là-bas. Il y a une dimension que peut-être Renovat n'a pas bien clarifiée, mais qui est déjà citée dans son livre. C'est la question de la dynamique migratoire. Des gens qui n'étaient pas bien vus, et là, il faut le dire, des Bahutus et des Batutsi, des gens qui sont venus, surtout de Vianda, qui sont venus, certains de Matana et d'autres, qu'on qualifiait souvent, surtout dans les Migwa et dans la plaine, les Bamanuka, des gens qui sont descendus. On ne peut pas parler de punition parce que les Batutsi n'avaient pas commis un crime, il n'y avait pas eu de tribunal. Et ces gens qui ont massacré, donc je dis bien les Batutsi qui ont massacré, les Bahutus qui ont massacré les Bahutus, il ne faut pas dire qu'il les accusait autre chose, mais j'ai dit une préparation. Et je disais qu'il n'y a pas que les Batutsi qui ont été massacrés par des Bahutus. Il y a des Bahutus qui ont été massacrés parce qu'ils provenaient ailleurs. Je dis bien à Vianda ou à Matana. Et ils étaient accusés d'être venus occuper les terres et maltraiter les gens de ces contrées-là. Mais dire qu'il y avait préparation jusqu'à présent, on n'a pas encore vu des signes évidents qui montrent la préparation réelle, sauf peut-être cette frustration qui, je dois dire, ne devrait pas expliquer l'élimination de quelqu'un d'autre en vrai. On va prendre 3 questions et puis je demande aux personnes qui vont intervenir vraiment d'être très, très brèves. Alors, la question, c'est Gracia Lukindekiza. Et ensuite, à celui qui se dit de 54-277, bon, je ne sais pas, il n'y a pas le nom, et puis de Jean-Claude Ndoré. Alors, Gracia Lukindekiza, votre question, rapidement. Ce n'est pas une question, c'est juste une intervention par rapport à ce qu'a dit Aloïse. La préparation de 72 du côté des Hutus qui ont massacré les Tutsis, ce n'est pas un secret de polichinelle. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur ça. Je dirais même quand j'étais à l'armée, je pense que j'ai passé une bonne partie dans l'armée à faire des enquêtes pour savoir réellement ce qui s'est passé. Alors, 72 a été bien préparé, avec, il y a des noms même, Ezekiel Biorero et le député Seheye, c'était des anciens députés. C'est le parti PPB qui venait de l'ancien parti PP. On connaît bien Mpacha, Cellus Mpacha, qui s'était réfugié en Tanzanie, qui revenait des fois les soirs
Il y a beaucoup de témoignages. Si vraiment vous faites des enquêtes, vous verrez. Il y a même des Hutus qui ont témoigné qu'ils les ont rencontrés, qui venaient la nuit au Burundi, qui préparaient les attaques. Tout est bien programmé, comment les attaques ont été programmées, ont été suivies. Il y a le commandant Misigaro, qui était commandant de la gendarmerie, qui est d'ailleurs, c'est lui, c'est le seul endroit où ils ont eu les fusils, parce que c'est après la neutralisation des gendarmes qui étaient là, où les rebelles ont eu les fusils. Avant, ils avaient des machettes. Donc, je dirais, au niveau des faits, il y a eu bel et bien préparation. Moi, c'est c'est le résultat de mes enquêtes, c'est pas ce que je pense comme ça. Il y a eu bien préparation. Une année, voire 2 ans avant, il y a eu, on connaît les gens, on connaît la structure. La structure, c'était au niveau du parti, le PPB, qui a été créé après le PP. Donc, mais je dirais que c'était basé surtout dans la partie sud où c'était préparé. Les massacres, donc, ont été bel et bien préparés. Bon, peut-être ils vont réagir un peu plus tard. En attendant, Jean-Claude Ndorere, vous êtes là? Oui, je suis là. Soyez bref. Je suis Jean-Claude Ndorere. Oui. Je représente une ONG qui s'appelle La Mémoire Vigilante. Je vais remercier, bien évidemment, M. Renovan Lindunze. Votre travail est à saluer parce que ça renforce d'ailleurs notre idée de garder toujours la mémoire pour que le crime de génocide ne se répète pas. Cela étant, je voudrais faire une petite observation par rapport à ce que Aloïse a dit. J'ai l'impression qu'il voulait donner le processus d'explication à cet acte de génocide. Je pense que chaque fois que l'on se trompe, pour aller donner de l'explication à l'acte de génocide, il se pourrait que il n'y a pas une seule raison qui peut donner droit à l'extermination d'un peuple. Cela pour dire que, en fait, si on veut garder une mémoire vigilante à ce que le crime de génocide ne se répète pas, il ne faut pas tenter d'expliquer par des raisons économiques ou quoi. Je vais revenir à Kaburahe. J'ai lu un livre qui a été écrit par un certain témoin qui s'appelle Jérôme Sindouidje. C'était un militaire qui a été, je pense qu'il était actif pendant 72. Il était soldat. Malheureusement, j'ai perdu son contact. Il parlait aussi, il témoignait, c'était le recueil de témoignages par rapport à ce qui s'est passé en 72. Il donnait une autre version aussi par rapport à ce qui se dit couramment, parce qu'il parlait comment le Sud a été attaqué. Je ne sais pas s'il existe encore, je ne sais pas si vous avez été en contact pour pouvoir éditer son livre. Sinon, je veux remercier encore une fois à tout le monde parce que ici, notre objectif au niveau de la mémoire vigilante, c'est de veiller à ce que l'on éduque les gens, à ce que l'on garde toujours la mémoire. Lorsque on continue à cultiver la haine, ça dérape jusqu'au mal absolu. Et aujourd'hui, je pense que les messages de haine que nous entendons, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, la communication est devenue un peu plus différente par rapport à cette époque, il va falloir que M. Aloïse nous dise comment ils sont en train de préparer ce terrain qui est tout à fait difficile pour pouvoir gérer la haine que je vois qui est en train de grandir sur les réseaux sociaux au Burundi en tant que CVR. Merci. Oui, très bien. Alors, finalement, on a notre ami qui a son micro ouvert, l'ami de Vugizo. Soyez très bref. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Oui, je m'appelle Emmanuel Ndaïze et je salue Monsieur Ndunze et Monsieur Batongwanayo, je pense qu'on se connaît. On a communiqué souvent pendant ces jours-ci, puisque je suis originaire de Vugizo, de la colline même de Vugizo. Et j'ai essayé d'orienter même Aloïs pour qu'il puisse aller chercher dans les fosses où on a enterré cet outil, puisqu'on les collectait, je sais bien, ils les collectaient au centre de Vugizo. C'était là où se trouvait le centre communal. Et alors, ce que je peux dire
là-dessus, c'est que moi, j'étais encore à l'école primaire au 3e année à Gasongati, c'est tout près de l'habitation de Nindouze, mais j'habite toujours à Vugizo sur la colline de Likiro. Et alors, ces jours-là, moi, j'ai vu quoi? J'ai vu le VW de l'administrateur qui était ensanglanté. J'ai vu M. Roustiki, ce jour-là, le 30 dimanche. Je l'ai retrouvé malheureusement mort à côté de chez lui. Il a été enterré là. C'est-à-dire quelques jours après, 2 semaines après, quand je suis retourné dans cette commune-là, puisque au 1er mai, le 2 mai, c'était la fuite vers les montagnes d'Oinazévoué. Mais le 30, les gens, c'est-à-dire dimanche, les gens voyaient déjà ce corps, cette tête de l'administrateur qui était dans la VOE. Et on parlait même de ces parties qui seraient à l'intérieur du coffre derrière. Essayez d'être bref. Hein? Essayez d'être bref. Ça peut être court. Mais le 1er mai, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu les gens qui fuyaient et nous avons suivi. Nous sommes allés nous enfuir sur les collines. Là, si vous voyez les collines qui encerclent la commune de Vugizo. Et j'ai observé de mes propres yeux, de partir de ces collines-là, j'ai observé Vugizo que je connaissais. J'ai vu le drapeau rouge, vert, et j'ai vu les gens qui faisaient des va-et-vient autour du drapeau. Et j'ai vu les maisons qui brûlaient un peu partout dans les bananeraies. J'ai vu les gens qui fuyaient. Et quand je suis rentré dans ma famille, après 2 semaines, on m'a raconté tous ces gens qui avaient été tués, qui sont pour la plupart énumérés dans le livre de M. Noir. Je reconnais que ce livre-là parle de ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question de Boutari Reynolds qui demande à Aloïse Batongwanayo s'il a entendu parler de la République de Mathiazo. Est-ce que Merci beaucoup. Vous avez déjà entendu parler de cette république Hutu de Mathiazo qui serait née dans ces temps-là? Je dois vous dire que nous sommes à Vugizo depuis, je le rappelle, depuis le 21 août jusqu'à hier, dans une centaine de témoins, des témoignages que nous avons recueillis. Aucune personne n'a évoqué ce vocable République de Mathiazo. Mais comme historien, comme chercheur, je l'ai déjà vu dans quelques livres, dans quelques articles. OK. Il y a beaucoup de questions qui se concentrent plutôt sur Aloïse. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui. 1 minute. Je vous en prie, Fabrice. En fait, je voulais dire quelque chose qui est vraiment très, très important. Vous savez, dans nos pays, il y a des choses que les gens ne prennent pas en considération et qui sont vraiment très, très importantes. Avant d'arriver dans un événement massacre, c'est ce que j'avais dit auparavant, j'avais dit que là, le livre de Donovan parle d'un événement massacre, mais sans tout tenir compte de tout le processus qui nous amène dans les violences extrêmes. Il y a une grande processus qui amène toujours les gens dans les violences extrêmes. Et si tout ce parcours n'est pas exploité, c'est ce que je pense à Aloïse parlait depuis de 1925, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé en 1972, tant toutefois exploiter tout ce qui s'est passé auparavant. Dans ce cas, c'est ce que je voulais aussi ajouter en disant que si les gens n'essaient pas d'exploiter les violences aussi, la discrimination, l'exclusion, la qualification des gens, la division, pour savoir quand est-ce que les Burundis ont quitté de l'état nature pour entrer dans un état social, de voir quand est-ce que les Burundis ont quitté de l'état social pour entrer dans un état politique, pour clarifier ou bien expliquer, c'est pour dire quand est-ce que les Burundis ont quitté de s'appeler Abanyakarama, Abashubi, et entrer
dans un processus de s'appeler Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Quand est-ce qu'ils ont quitté dans les Bahutu, Abatutsi, Abatwa et entré dans ce processus de dire les Batutsi sont comme ça, les Bahutus sont comme ça, et ceux-là peuvent diriger les autres, ceux-là sont dominés, ceux-là sont dominants. Quand on exploite tout ça, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé à 72. Parce qu'à 72, on est sur un événement proprement dit, mais on n'est pas sur un processus. C'est ça ce que les gens, c'est ce que je pense qu'Aloïse a voulu s'expliquer. Parce que c'est le processus d'en arriver là qui peut clarifier ce qui s'est passé en 72. On sait qu'il y a beaucoup de choses, les gens vont dire beaucoup de choses différemment, et tout le monde va essayer de tirer la corde de sans faveur, tout le monde joue la victime, l'autre joue le coupable. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de savoir exactement d'où est l'origine de 1972. C'est ça ce qui est important. Oui, le livre de Nova Ninhuze, à qui je vais donner d'ailleurs la parole, il a dit, ce n'est pas un livre d'histoire. Oui. C'est un témoignage très localisé et il n'a pas la prétention d'expliquer tout le processus qui a amené vers tout ça. Mais si vous permettez, cette République de Mathias, il en parle quand même, Nova Ninhuze. Cette République de Mathias... Je m'adresse à Nova. On va revenir vers vous plus tard. À Nova, ok. Je m'excuse, j'ai bien dit que sur terrain, les 6 mois, les 6 semaines que nous venons de passer sur terrain, nous n'avons entendu personne qui parle de la République de Mathias. J'ai bien lu dans le livre de Nova Ninhuze. Lui aussi, il dit qu'il n'a jamais entendu de la part des témoins, mais que ce vocable aurait trouverait l'origine peut-être dans un mythe ou ce qui ont planifié ces massacres, ou que c'est René le Marchand. Moi, je l'ai lu chez lui. J'ai également lu dans le livre de mon ancien professeur Ngaï Menda Évariste, qui a également fait des recherches sur les massacres au sud. Sinon, sur terrain, Nova le dit si bien, et moi je l'ai constaté, on ne trouve personne qui parle de la République de Mathias. Nova Ninhuze. En effet, je dis, j'écris bien ce que Aloïs vient de dire. Et je n'ai jamais entendu parler de cette République avant de venir aux États-Unis. Et pour la première fois, c'est dans le rapport que René Le Marchand a fait pour Amnesty International. Et il mentionnait ses sources avec une publication de réfugiés burundais en Belgique, je pense, si ma mémoire est bonne. Je voudrais parler. Donc, c'est... Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai des doutes. En fait, je n'ai pas de doute. J'ai presque une certitude que cette république n'a pas eu lieu parce que, logiquement, Mathias, c'était peut-être la plus petite communauté à Vugizo. S'il devait y avoir une république, elle aurait été de Vugizo. Et puis aussi, il faut retourner en arrière et faire une remarque que les leaders que nous connaissons de la rébellion, c'était Mpacha et Biorero. Ils sont de Kigwena ou de Mugara. Ils sont de Mugara. Et Mugara était un endroit très prospère. Je ne vois pas pourquoi ils auraient déclaré la République de Mathias plutôt que la République de Mugara ou la République de Nyanzalat. Voilà. Alors, une question peut-être à tous les quatre, à Nova Ninhuze, à Aloïse Batungwanayo, à nos jeunes universitaires. Si, apparemment, par exemple, concernant ce témoignage publié par Nova Ninhuze, il y a une certaine unanimité par rapport à ce que M. Ninhuze a écrit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il soit si difficile d'admettre la réalité de ces massacres des deux côtés, si vous voulez? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une lecture plus ou moins commune de la tragédie de 72? Et là, je m'adresse à chacun, aux quatre, et puis on va passer la parole aux invités.
rapidement, en 2 minutes maximum à chacun, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir cette unanimité, alors qu'un livre comme celui-là, Aloïse Batouana de la Sévère, il admet que ce qui est écrit est authentique. Où se trouvent les blocages par rapport à ces tragédies que nous vivons? Novani Nhounze, 2 minutes maximum. Oui, à mon avis, je pense que c'est la raison première, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, elle est nourrie par le silence de ceux qui savent et le silence des Tutsis du Sud. Mais maintenant, par exemple, je ne suis pas sûr que Vugizo soit la place où il y a eu le plus de victimes Tutsis. Mais je n'ai pas encore vu, par exemple, un livre qui parle du début des massacres à Rumongue, avec des noms de Rumongue, à Minago, à Vzanda, à Ururi, et qui donne les noms et qui nous permet de savoir quelle a été la réalité là-bas. Et j'espère que les gens vont prendre la décision de commencer à publier ou à parler pour que nous connaissions tous ce qui s'est passé. Parce que si les gens ne savent pas, bien sûr qu'ils ne vont pas reconnaître ce qui s'est passé parce qu'ils n'en ont aucune idée. Ou ils en ont une idée très vague. Je pense que peut-être les chercheurs, pas seulement les chercheurs, parce que les chercheurs, ça reste dans les universités. Il faut des livres, il faut des écrits que beaucoup de gens peuvent pouvoir lire. À mon avis, c'est ça. Monsieur Batouanayo, pourquoi il est si difficile d'avoir l'unanimité sur des faits apparemment sur lesquels on pourrait tous reconnaître? Bon, d'abord, je voudrais juste mettre un petit bémol sur ce que tu as dit. Et je n'ai pas dit que tout ce qui a été écrit par Nova est authentique. J'ai dit il y a des réalités. Sur les massacres, les Batutsis ont été massacrés. Ça, vraiment, on ne peut pas en discuter. Ce serait même une aberration ou un déni qui serait d'ailleurs un autre crime. Mais sur ça, Nova vient de répondre. D'abord, c'est les victimes qui ont peur, qui ont honte de dire qu'ils sont des victimes. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, ça, je le dis en tant que Batungana chercheur, je pense que c'est suite à la gestion de ces massacres. Parce que le pouvoir qui était en place, comment est-ce qu'il a géré ces crimes, comment est-ce qu'il les a gérés? Et là, je me pose la question parce que c'était un pouvoir, il faut le dire, en majorité Batutsi, et il y a eu des victimes Batutsi. Pourquoi le pouvoir n'a pas demandé la justice pour ces Batutsi, alors que ce pouvoir de Michombero pouvait faire justice et donner la lumière sur ce qui s'est passé? De deux, cette peur, là il faut que je le dise comme commissaire à la CVR, nous venons de passer 6 semaines dans cette région, Rumongue et Makamba. Nous demandons aux gens de venir témoigner. Il y a des gens qui viennent, et des Batutsis qui sont venus, et je dois les dire merci à ces gens-là. Ils sont venus surtout nombreux à Vugizo, mais ailleurs, à Rumongue, il a fallu aller chez eux pour dire il faut venir parler, alors que les autres viennent. Nous avons demandé aux médias, nous avons demandé partout que les gens viennent nous montrer les fosses communes. On en a besoin parce que la vérité commence par les fosses communes. On ne peut pas nier, mais des gens nous disent il y a des fosses communes, allez les chercher. La CVR n'a pas autre moyen que des témoins oculaires. Et il y a des victimes. À Rumongue, je dois vous dire que, heureusement, nous avons trouvé 2 victimes. Une victime, d'ailleurs, je dirais, qui a perdu ses 4 frères et sœurs, sa mère qui sont enterrés dans une fosse commune. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, pour le moment, je vous demande de ne pas exhumer.
nous avons les rapports. Ça, il faut que je le dise, je ne dis pas son nom, mais des gens qui, bon, pour des raisons de peur ou je ne sais pas de quoi, ne trouvent pas encore l'opportunité de venir. Alors, moi, je dirais, il faut que ces gens nous disent. Novat, on en a beaucoup parlé. Nous sommes allés là où nous a indiqué. Nous avons fouillé. Je pense qu'il a eu des rapports, d'ailleurs comme Abbé Ndaïse et Emmanuel. Nous avons essayé de fouiller. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé des gens qui nous disent ici, c'est la fosse commune des Batouti. Et là, c'est le début de la vérité normalement. Très bien. Ezitini, Kiza et Fabrice, rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, rapidement. Alors, par rapport à votre question, pourquoi les pas à s'accorder pour parler dans le même langage sur ce qui s'est passé en 1972? Premièrement, ce que je comprends, c'est que en 1972, c'est une crise qui a eu lieu et qui trouve son origine dans les identités. Et une crise basée sur des identités, c'est une crise difficile à gérer. Et comme vous le savez, quoique beaucoup d'années se soient écoulées, aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu, ou dont les leurs ont vécu cette crise. Ils sont d'une façon ou d'une autre, certes différemment, traumatisés. Donc, certes, ça pourra prendre du temps, seulement tant que cette crise reste un objet politiquement exploitable, manipulable, je pense que ça prendra du temps. Personnellement, je trouve que c'est difficile parce que la crise de 1972, ce qui s'est passé en 1972, reste sujet, exploitable politiquement. Merci. Oui, Fabrice, une minute. Oui. Moi, ce que je pense, pourquoi on n'arrive pas à un consensus, c'est avoir un document propre pour nous tous. Au moins une vision commune. Une vision commune. C'est parce que c'est comme ce que j'ai déjà dit. En fait, la crise de 1972, on était déjà dans un état politique. C'est comme un sujet exploitable pour certaines personnes. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à avoir toujours les choses de la même manière. C'est vraiment très difficile de gérer un sujet d'identification des gens, un sujet qui divise les gens, un sujet dont se base déjà sur la division des gens et avoir un même consensus. Je pense que ça sera vraiment un long chemin. Dans ce moment, je ne vois pas. Parce que moi, je considère, si on regarde tous les passages que les Baroundi ont passés, de la nature à la sociale, donc je vais être clair, de quitter les tribus qu'on avait à la base et d'entrer au moment où on a commencé à parler des Batutsi, des Batwa et des Bahutu, et entrer là où ça a été politisé. Si on regarde tout ce processus qu'on a pu traverser, moi je dirais même que ce sujet à ce moment-là, il est devenu un pire utopie qui ne se base même plus sur les réalités du départ. Donc, pour arriver sur quelque chose commun, c'est un long chemin, mais ce qui est important, c'est que les Burundais ont le droit de savoir tout ce qui a été passé pour influencer tous les événements qu'on a vivés, pas seulement ceux de 72, même avant, si le Burundais aura droit de tout savoir, ce droit de tout savoir, c'est là où peut-être on entamera le droit de prévention pour que cela ne se reproduise pas, et c'est là où on aura quelque chose en commun. C'est ça, moi, ce que je pense, c'est mon avis. Merci. Il y a Aimé Nkurunziza, ancien journaliste, ancien député, aujourd'hui en France, qui a une question très précise vers M. Batungwanayo. À vous la parole, Aimé Nkurunziza. Oui, merci Antoine. Vous m'entendez bien? Très bien, parfait. Oui. Alors, je dis d'abord bonsoir à M. Aloïse et à M. Novat. Bonsoir. Et je les remercie pour avoir permis cet échange. Alors, moi, je connais Aloïse. J'ai travaillé avec lui, comme vous l'avez signalé, et à Studio Ijambo, à Radio Isanganiro. Voilà, on se connaît. On a appris, quand je parle d'objectivité, il sait de quoi je parle par rapport au métier. Quand je parle d'impartialité, il sait de quoi je parle. Alors, la question que je lui pose, elle est simple, et j'aimerais vraiment qu'il me réponde en toute honnêteté, et comme souvent on le faisait à l'époque. Est-ce que, M. Aloïse, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans le travail que vous faites? Est-ce que
tout se passe bien, sans pression, sans manipulation, avez-vous l'impression que votre travail contribuera à réconcilier véritablement les Burundais, ou plutôt à les diviser, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais que vous m'apportiez une réponse claire et voilà, et simple. Alors, la même question peut-être est adressée à M. Novat aussi, parce que par rapport au contenu de son livre, est-ce qu'il pense qu'il doit aussi avoir une appréciation quelconque par rapport au travail de la CVR? Voilà, quelle est son impression par rapport à la manière dont ce travail-là est mené aujourd'hui? Merci. Merci, Aimé Nkurunziza. La parole est à Batungwanayo. Merci beaucoup, Aimé Nkurunziza. Je dois vous dire que jusqu'à présent, moi, Batungwanayo, je n'ai jamais eu une pression de la part, je dis bien, de la part des autorités qui gouvernent ce pays. Mais je dois dire que j'ai plutôt une pression de la population. Une population Bahutu et Batutsi qui veut à tout prix avoir la vérité et tout de suite. Ça, ce n'est pas vraiment facile à gérer. Et surtout, une population dichotomisée où, lorsque aujourd'hui, vous retrouvez des témoignages qui disent que les Bahutus, pour le cas présent, les Bahutus ont massacré les Batutsi à Vugizo. Hier, j'en discutais avec certains. Ils disaient non, ces Batutsi avaient agressé les Bahutus. Lorsque vous parlez des Batutsi qui ont tué les Bahutus, il y a aussi les pressions, oh, vous êtes manipulés par le pouvoir. Donc, c'est la pression plutôt au niveau de la société burundaise, mais pas au niveau des autorités. Ça, je suis sincère. Contribution à la réconciliation. Moi, je pense que la contribution va avoir lieu, mais la réconciliation, c'est un processus. On ne peut pas dire que la CVR peut réconcilier les Baondi, c'est impossible. Elle va plutôt déclencher le processus de réconciliation parce que, je donne un exemple, aujourd'hui, les langues commencent à être déliées. Ce que nous avons vu à Vugizo, parce que nous sommes en train de parler de Vugizo, nous avons vu la première journée, la deuxième journée, la première semaine, beaucoup de Batutsi sont venus témoigner. Ça, vraiment, c'est la première fois que nous avons commencé depuis 2018. Après, les Bahutus sont venus. Donc, ça montre que les gens sont en train de venir et la réconciliation, la vérité, c'est déjà ça, parce que nous aurons à donner un rapport et le rapport sera bien entendu publié au niveau du Parlement. Et vous avez été au Parlement. Ce qui est au Parlement appartient à la population, au public. Donc, je pense que la CVR va contribuer au travail de la vérité et au travail de la réconciliation. Bon, alors, il y a une question très précise de Jean Gabin Hebutse et qui demande, c'est très concret comme question, est-ce que la CVR a l'expertise médico-légale pour dire, ou bien il faut qu'il la donne lui-même, Monsieur Gabin. Vous êtes là? Sinon, je peux répondre. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, allez-y, 30 secondes. Oui, très rapidement. En fait, j'avais mis deux petites questions. La première, c'est par rapport à la perception générale dans l'opinion que la Commission Vérité et Réconciliation serait instrumentalisée par le parti au pouvoir, étant donné que ça a pris beaucoup de temps que le parti était au pouvoir avant que cette commission ne soit mise en place et que peut-être ce serait essentiellement lié aux difficultés politiques que le parti a connues qui ont fait que cette commission soit mise sur pied. Et à côté de ça, l'autre petite question, c'est est-ce qu'on voit souvent qu'il y a des ossements qui sont découverts dans des fosses communes et est-ce que la commission a vraiment une expertise médico-légale pertinente pour attester que ces personnes-là, ces ossements, découlent des massacres de 72? Oui, on prend encore deux petites questions. Blaise Baconi. Je suis là. Oui, allez-y, rapidement. Merci beaucoup. En fait, je suis ravi que ma question s'accroche à celle que vient de donner Gabin. C'est concernant les fosses communes qu'on trouve des fois. Je viens d'entendre qu'Aloïse vient de dire on n'a jamais trouvé des Tutsis qui viennent nous dire là se trouvent des fosses communes pour les Tutsis.
ça m'attriste de voir qu'elle dit que les fosses communes qu'ils trouvent, ce sont des fosses communes pour les Hutus ou pour les Tutsis. Alors que moi, personnellement, je n'étais pas encore né, mais j'ai eu des témoignages de mes proches. C'était à Minago, c'est à Rumongue. Peut-être qu'il a passé par là. On disait qu'il y a 3 ou 4 jours qui se sont passés, uniquement, exclusivement des Tutsis. Après ça, il y a eu des militaires qui sont venus pour sécuriser les lieux. Ils ont trouvé ces rebelles, moi je les appellerais des rebelles, comme l'a dit le président ougandais. Ce ne sont pas des insurgés, c'était des rebelles parce qu'ils voulaient renverser le pouvoir avec des armes. Du coup, ils les ont tués, certains d'entre eux, parce que les autres sont enfuis vers le Congo. Après ce jour-là, il y a eu les militaires qui se sont venus avec des véhicules pour, je ne sais pas si je utilisais le mot ramasser, mais ils ont entassé tous ces corps dans les mêmes fosses communes. Ils ne pouvaient pas identifier telle personne était Tutsi ou Hutu pour les mettre dans un coin et dans l'autre, ou bien les Tutsis qui ont eu le temps d'enterrer les leurs, mais non, ils n'étaient pas là. Ils étaient soit morts, soit sont réfugiés quelque part. Pour dire que je trouve que même si il n'a pas... il y a quelqu'un qui l'a dit, mais je vais reprendre la question. Directement sur la question. Voilà, ma question directe, c'est comment ils peuvent identifier des personnes à partir des fosses communes, soit des années. Est-ce que c'est 72 ou pas? Est-ce que ce sont des Hutus ou ce sont des Tutsis? Aujourd'hui, ils peuvent le faire. Merci. Oui, ça rejoint la question de M. Gabin Teboutsé. Et enfin, troisième question, et puis je vais laisser répondre, c'est Libéran Dibachila Kandi. Professeur Libéra, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Antoine. D'abord, je salue vraiment l'initiative de notre ami Nova. D'ailleurs, j'ai une question pour lui, parce qu'il a souligné dans sa petite présentation que son livre n'est pas complet. Est-ce que Nova a-t-il l'intention de compléter ce livre et peut-être de travailler avec d'autres ressortissants de la région, pour que ce travail de témoignage puisse servir, je dirais, à rebâtir un Burundi pacifié et unifié. Question à Batongwanayo. Tu reviens souvent sur ta casquette de chercheur. Et en même temps, tu es membre de la CVR, une CVR qui est contestée, qui a été mise en place dans un contexte particulier que tout le monde connaît. Au Burundi d'aujourd'hui, la situation est tellement compliquée. Et comment conciliez-vous les deux casquettes d'être commissaire et en même temps faire une recherche, je dirais, historique? Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine incompatibilité? Est-ce que le travail de chercheur ne risque pas d'être biaisé pour des raisons, je dirais, politiques? Puisque quand tu es dans la CVR, c'est vraiment politique. Quand tu fais une recherche, je dirais, scientifique, ça demande une certaine rigueur, une certaine neutralité. Et comment conciliez-vous les deux casquettes? Je terminerai par un commentaire, si tu permets, Antoine. Très bref. Oui, très bref. Je crois que le travail qui est fait et ces débats, franchement, devraient nous aider, nous Burundais, à déjà préparer de rebâtir ce pays. Il faut que tous ces travaux de recherche soient au service, je dirais, de la refondation de la nation burundaise. Et là, ça demande une certaine, disons, analyse objective. Sinon, on risque vraiment de continuer à creuser ce fossé auquel nous assistons entre Burundais, en fait.
Très bien. On va les laisser répondre. Et j'ajouterai une toute petite question d'Apolline Daishimier qui dit ceci. Est-ce que les conditions actuelles... Non, c'est un constat. Je ne sais, c'est à eux de nous dire. Les conditions actuelles ne permettent pas la population Tutsi de s'exprimer sur le sujet. Voilà les quelques questions qui sont posées à nos invités, spécialement à Aloïse Batongwanayo et Novani Nonze. Aloïse Batongwanayo, peut-être d'abord par rapport à l'expertise médico-légale, est-ce que vous êtes à même de prouver à la sévère que les exhumations, les ossements que vous exhumez appartiennent à des Hutus? La question a été posée par deux intervenants. À vous. Merci beaucoup. Je dois dire que d'abord, je ne suis pas expert médico-légal, mais j'ai essayé de chercher à gauche, à droite. Je vous donne 3 cas et je ne veux pas languir sur ça. J'ai été au parquet général de l'Afrique du Sud où on fait ce travail et on m'a dit qu'on ne peut pas, dire que des ossements trouvés sont des blancs ou des noirs ou des métis ou de quoi. On appelle ça kalat. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas dire ça, ce sont des ossements des Bahutus et d'autres sont des ossements des Batutsi. L'expertise médico-légale ne peut pas le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la datation n'est pas aussi possible. Je dis bien, je tiens de la réponse des experts du musée de Tervuren où j'ai été l'année passée et d'un archéologue ici au Burundi qui s'appelle Sadiki, qui m'a dit qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la bombe atomique, aujourd'hui, les ossements qui sont d'après cette Deuxième Guerre mondiale, on ne peut plus les dater, dire voilà, c'est 72 ou 93 ou 88. Et la réponse du musée de Tervuren, c'était quoi? On a dit les ossements qui n'ont pas une différence d'âge d'au moins 50 ans ou 100 ans, on ne peut pas les différencier parce qu'elle m'a posé la question, c'était une dame, quelle période sur laquelle vous voulez travailler? M'a dit, désolé, jusqu'aujourd'hui, probablement. Je lance la question peut-être à l'audience qui est ici ou d'autres. S'il y a cette expertise, je voudrais qu'on puisse nous dire, allez dans telle maison de recherche, dans tel centre de recherche, ils le font et nous pourrons recourir à cela. Donc, c'est pour vous dire que jusqu'à présent, on ne s'en tient qu'aux témoins oculaires, on ne s'en tient qu'aux archives, qu'aux documents de recherche qu'on fait pour pouvoir dire voilà, ceci, ceci, ceci. Et on a une méthodologie de recoupement. Je suis journaliste et je suis chercheur. Et sur la question de conciliation CV-recherche, je dois dire que je n'ai pas été nommé à la CVR comme chercheur. Mon sujet de recherche n'est pas du tout lié au travail de la CVR, même si ça pourrait être une contribution. Donc, je suis chercheur ailleurs et à la CVR, je suis commissaire, mais je dois bien sûr apporter ma contribution dans les connaissances de la méthodologie de recherche. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Et la question qui a été posée, qui concerne la manipulation par le pouvoir, je le répète, jusqu'aujourd'hui, je parle en tant que Batongwanayo, commissaire, je n'ai jamais reçu un coup de fil, travaillez de cette sorte, ne travaillez pas sur ça, faites ceci, ceci, ceci. Je n'ai pas encore entendu parler de cela. Oui, il y a une question qui a été posée à Novani Nonze. Le livre est incomplet de deux manières. Le titre dit les Tutsis du Sud, mais c'est une petite partie du Sud. Pour qu'il soit un peu plus complet en ce qui concerne les Tutsis, il faudrait qu'on puisse peut-être avoir des informations sur les autres coins du Sud. Et pour ça, je suis prêt à travailler avec qui veut. Il est encore, et j'espère le faire, il est encore incomplet en ce qui concerne la crise de 1972 telle qu'elle a affecté Vugizo, juste en considérant ma commune, parce que je n'ai pas inclus la partie qui concerne les Hutus. Et ça,
j'espère le faire. Ok. Monsieur Jonathan Seneyungeko demande à Aloïse Batungwanayo ceci. Monsieur Batungwanayo, posez-vous la question de savoir pourquoi les Batutsi du Sud ne viennent pas vers la CVR. Nous nous sommes posé cette question. Dans la plupart des sorties médiatiques, on demande à toute personne de venir vers la CVR. Et lorsque nous discutons dans des salons, dans des fêtes, dans des rencontres avec des gens, des Batutsi, des Bahutu, parce que nous avons des amis, des collègues, des parentés même, certains nous disent ce que les gens ici, les intervenants ont dit, une CVR qui est manipulée par le pouvoir, une CVR qui est politiquement orientée, une CVR qui est illégale. Et vous comprenez que si un témoin de Vugizo, de Rumongue, de Gitega, qui est Tutsi, et qui a une parenté qui a un langage pareil, c'est normal que la personne ne pourrait pas venir, mais je vous ai donné un exemple parce que je connaissais cette victime de Rumongue. Je l'ai approché moi-même. Au premier jour, il n'a pas accepté. Au deuxième jour, il m'a donné une partie de l'interview d'un témoignage. La semaine suivante, il m'a dit « J'accepte même d'être pris par la caméra ». Et la semaine passée, vendredi, après 6 semaines, comprenez-vous, il est allé nous montrer la fosse commune. Avant, il ne s'y était rendu depuis 1972, si vous voulez, c'est vers Burukiro. Il ne s'était jamais rendu là-bas, sauf des parentés d'autres. Mais vous voyez, le travail, c'est un processus. Très bien. Alors, le temps file, malheureusement. On va prendre 3 dernières questions. Emmanuel, il n'a pas répondu à ma question, même s'il a... Merci. Laquelle? J'avais demandé, il a dit qu'à Minago, ils ont eu des témoins uniquement Hutus qui ont démontré des fausses communes pour les Hutus. Moi, je voudrais savoir comment ils ont pu identifier que c'était uniquement des Hutus qui n'avaient pas de Tutsis. Alors qu'il y avait beaucoup de Tutsis qui ont été tués pendant toute une semaine, qu'on n'a pas pu identifier pour des intérêts de leur côté, mais qu'on les a enterrés avec les autres. Selon mes témoins, avec les autres. Donc, toutes ces fausses communes qu'il a trouvées, selon mes témoins, sont des Hutus et des Tutsis ensemble. Mais lui, il dit qu'il regrette de ne pas avoir eu des témoins Tutsis à Rumongue pour montrer des fausses communes pour les Tutsis. C'est impossible de trouver des fausses communes uniquement pour une ethnie et ne pas trouver les fausses communes pour d'autres ethnies. C'est ça que j'ai demandé. Merci. OK. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je dois dire que, par exemple, la fosse commune que nous avons trouvée à l'hôpital de Rumongue, je dois dire qu'il y a des Batutsi, il y a des Bahutus et il y a des Congolais. Nous avons trouvé des cartes d'identité des Congolais. Mais lorsque les gens, je dis bien les témoins, nous avons eu des témoins Batutsi à Rumongue. À Minago, nous en avons au moins une quinzaine de témoins. Et d'ailleurs, si ce n'est pas... Nous venons de voir un prélat qui est natif de Minago et qui est Tutsi, qui nous a donné un témoignage, qui était là. Et ce que j'ai dit, messieurs, je n'ai pas dit qu'on n'a pas trouvé des fausses communes des Batutsi et des Bahutus. Non, j'ai dit uniquement. Parce que lorsqu'on te dit, ces personnes qui reposent dans cette fosse commune ont été massacrées par des militaires, mais vous comprenez ce que c'est. Mais si on te dit, cette fosse commune est remplie de victimes massacrées par des insurgés ou par des rebelles, appelez-les comme vous voulez, vous comprenez que c'était des victimes Batutsi. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit, voilà, on n'a pas encore trouvé des fosses communes où on nous dit ces victimes ont été jetées ici parce qu'elles étaient massacrées par des Bahutus qui ont massacré les Batutsi. Pardon, si je prends une petite seconde. Vous risquez de la monopoliser. Non, c'est là où je voulais dire. À Minago, on a trouvé que 2 ou 3 fausses communes, il n'y a pas d'autres. Du coup, ces fausses communes, c'était pour tout le monde. Bien, enfin, est-ce que je peux intervenir? Merci beaucoup.
Les questions que j'allais poser, en grande partie, c'était la grande partie, c'était en rapport avec le conflit d'intérêts qui a déjà été soulevé par le professeur Libéral Niwachira Kandi, merci. Alors, je vais y aller de façon, cette fois-ci, beaucoup plus pointue et toucher à la partie d'historien et surtout de commissaire en tant que M. Batungwanayo, siégeant comme commissaire tout en étant historien de formation au plus haut niveau. Nous manquons en fait de preuves que, comme l'a souligné le professeur Niwachira Kandi, vous allez savoir manier correctement les deux casquettes. Précisément, nous attendons toujours dans vos interventions à l'écrit. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'écrit pour votre CVR, parce que ce que je lis, par exemple, en petit détail, vous comprenez justement l'effet micro-historique. Je suis sûr que je m'adresse à quelqu'un qui comprend. Quand la CVR réduit en simple mitraillage d'habitants de Vugizo qui festoyaient sur un taureau abattu, oubliant la part du taureau chez le Mututsi du Sud, oubliant la part des massacreurs qui justement ne se sont pas arrêtés à tuer les individus, mais également à tuer les bêtes, où finalement est-ce qu'on va trouver cet apport qu'on attendrait d'un vrai commissaire historien de formation. Ceci, je le mentionne parce que j'aurais pu parler aussi de votre passé de journaliste, parce que la bénévolentia que vous avez dirigée, nous l'avons suivi, nous l'avons même sollicité à un moment donné. Nous savons où elle a agi de façon correcte et parfois où elle a fait des crocs en jambes à des associations de lutte contre le génocide. Je m'en tiens là, justement, je me tiens exactement et précisément à votre manipulation, exploitation des faits micro-historiques. Merci. Merci. On va prendre encore trois dernières questions. Je me tourne vers Regina Sendeira-Guizé, chercheur à l'Université d'Anvers. Merci Antoine, merci Nova, merci Aloïse pour ce débat très intéressant. Ma question s'adresse à M. Aloïse, qui vient de faire des descentes dans plusieurs provinces du Burundi. Et moi, je veux savoir comment vous trouvez la réconciliation interethnique maintenant au Burundi. Est-ce que les gens s'identifient beaucoup plus à leur ethnie? Est-ce que le fait que les Tutsis ne s'adressent pas à votre commission, est-ce que vous avez l'impression que les préoccupations sont relevées par les Hutus? Et c'est ça ma question, en fait, c'est de savoir comment vous trouvez l'état de la réconciliation interethnique. Merci. La parole est à M. Batouan. OK. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à M. Emmanuel d'abord. Ma casquette de chercheur ou historien, je dois dire d'abord que je suis tenu par la critique historique. Ça, je pense que c'est un principe sacro-saint. Et puis, je dois dire et tranquilliser les gens, le rapport de la CVR n'est pas encore sorti, encore moins le rapport provisoire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que collecter les données, les sources primaires et les sources secondaires, les sources chaudes également. Donc, le rapport n'est pas encore sorti et la CVR n'a pas encore dit un mot sur ce qui s'est passé, sauf des sorties médiatiques pour dire l'étape, ce n'est pas un rapport. Pour Réginas, je dois dire que la dynamique politique influe sur le travail de la CVR. Lorsque, je ne fais que me répéter, lorsqu'il y a des gens qui commencent à dire que voilà, la CVR est étiquetée politiquement ou ethniquement, même si ça peut être faux ou vrai, il y a une réticence de certaines personnes, mais je vous ai dit qu'à Vugizo, nous avons trouvé le contraire. Des gens sont venus, des gens, et d'ailleurs, à un certain moment, hier, ça m'a étonné, c'est un témoignage, où j'ai vu 2 personnes, c'est une histoire que Ninhunze n'a pas racontée, 11 Batutsi qui ont été sauvés au chef-lieu qui allait être exécuté, je dis bien à Vugizo commune. Là, 11 Batutsi ont été sauvés par un pasteur et hier, j'en ai vu 2 de ces 11 Batutsi qui sont venus avec des gens qui voulaient les exécuter et qui me disaient nous avons besoin que la CVR nous écoute ensemble pour qu'on puisse se réconcilier. Donc, je vais vous dire que les gens aujourd'hui, les Batutsi comme des Bahutus, viennent se confier à la CVR.
Très bien. On va évoluer un peu vers la conclusion de cette conférence qui est très intéressante. Alors, Nova Ninhunze, c'est un peu vous le déclencheur de tout ça. Aujourd'hui, quand vous voyez que ce livre suscite un tel débat, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous dites j'aurais dû faire plus? Quel est votre sentiment aujourd'hui après la publication de ce témoignage? Je suis content, mais quand même, je pense que, bien sûr, j'aurais dû faire plus et j'aurais dû publier peut-être plus tôt pour que les gens soient préparés quand la CVR est venue, par exemple, pour qu'il y ait eu d'autres témoignages similaires. Mais ce n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut toujours prendre le temps et donner les informations qu'on peut avoir, et ça aide toujours. Je pense que l'important, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'histoires qui sont présentées. Probablement qu'il n'y a pas une seule histoire définitive ou il y aura toujours des choses à raconter. Comme certains l'ont dit dans les salons, etc., les gens parlent d'une manière, mais aussi longtemps que ce n'est pas écrit, les gens ne peuvent pas savoir et seuls les écrits restent. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui le peuvent de contribuer autant que possible. Si vous aviez quelque chose à demander à la CVR, si vous aviez une recommandation à faire. Si j'avais une recommandation à faire à la CVR, c'est que les discours qui sont prononcés parfois déroutent. Parce que, disons, un discours est fait à Minago et invoque des faits de Vugizo, par exemple, ou de la Ruvubu. Les gens peuvent être confus. Par exemple, quand vous êtes à Vugizo et que vous dites que les corps ont été jetés dans les rivières, il n'y a pas de rivière assez grande à Vugizo pour charrier les corps, mais je sais qu'il y a des rivières plus grandes ailleurs. Peut-être que ça s'est passé ailleurs. C'est pourquoi ma recommandation, c'est que la CVR soit, disons, pas discrète, mais qu'elle soit, comment est-ce qu'on dit, qu'elle fasse attention dans ce qui est dit. L'autre recommandation, je pense qu'ils savent même déjà que ce qui s'est passé, c'est toujours régional. J'ai un cousin, par exemple, il y a une zone là, je vais donner un exemple. Ce qui s'est passé avant d'illustrer un instant, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé à Vugizo, il s'est passé différemment à Rumonge, à Minago, à Zanda ou ailleurs. Et pour illustrer ça, si vous montez vers Mabanda en venant de Nyanzalak, quand vous arrivez sur la rue Konwe, à votre droite, il y a une zone qui s'appelle Migezi. Là-bas, en 72, il y avait seulement trois familles Tutsis. C'est toutes nos relations. Et le reste, c'était des Hutus. Mais ces Tutsis-là, ils ont survécu. C'est quelque chose à quoi les gens ne s'attendraient pas. C'est pour dire que ce n'est pas tout le pays, c'est pas tout le sud, ce n'est pas tout le pays qui est devenu fou et contaminé par la folie de tuer, et que la composante régionale, dans les faits et dans le discours, elle doit être tenue en compte. Merci beaucoup, c'est très sage comme parole. Aloïse Batungwanayo, vous avez concentré beaucoup de questions et ça se comprend. Alors, que feriez-vous, que doit faire la CVR pour rassurer plus? Parce que dans les différentes interventions, on a senti une certaine méfiance. Allez, je vais être direct. On a senti une certaine méfiance envers votre travail, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et que faire pour rassurer davantage toutes ces personnes qui s'interrogent? Parce que je pense que vous êtes là pour tout le monde et que faire? Ok. Moi, je voudrais prendre témoin Ninhunze Nova. On ne se connaissait pas. J'ai vu son livre et je l'ai lu. Et puis, je l'ai cherché.
J'ai écrit un message et puis il a demandé il a cherché qui m'a donné le numéro de téléphone et on s'est parlé par après, 2 heures, je pense, et demie. Et par après, il m'a dit, il est là, il peut me contredire, il m'a dit, je suis finalement rassuré. Et par après, quelqu'un lui a envoyé, un cadre de la CV lui a envoyé des documents, des bulletins. Il a dit, finalement, il y a des choses que je ne connaissais pas. Ce que je demanderais alors, d'abord, je comprends la réticence, la méfiance. Je la comprends parfaitement. Mais je demanderais à tout un chacun de pouvoir approcher la CVR, Batungwanayo ou quelqu'un d'autre. Nous sommes disposés parce que nous sommes au service d'abord des victimes. Sans les victimes, la CVR n'a pas droit d'être, ne peut pas être nommée. Donc, les victimes sont des Batutsi, les victimes sont des Bahutu, les victimes sont des Batwa. Et donc, nous vous disons que n'importe qui, moi je suis là, je ne pourrai jamais fuir aucune question, même gênante, et je suis ouvert au débat. Je ne suis pas porte-parole de la CVR, mais comme le porte-parole de la CVR, le président, il dit toujours que la CVR est ouverte au débat, et je demanderai à n'importe qui, nous avons un site web, nous avons un compte Twitter, que les gens qui sont à l'extérieur puissent nous contacter et nous allons répondre. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut les corriger. Je ne dis pas que tout va bien. Non, il faut les corriger. Et je demanderai surtout à la diaspora, si les moyens, le temps nous le permet, les conditions également, vous voyez, avec Covid, la CVR envisage, je ne parle pas pour la CVR, mais comme ça, c'est dans le plan opérationnel, envisage de rencontrer la diaspora. Que les gens viennent. Il n'y a pas de question taboue à la CVR. Donc voilà, en fait, le message que je pourrais lancer. Mais sinon, moi, je comprends tout le monde. Ceux qui viennent, ceux qui ne sont pas encore eu l'opportunité de venir ou qui ne voient pas l'opportunité, qu'ils puissent venir pour discuter. De la discussion va jaillir la lumière.